Bon, bah, écoutez, bonsoir à toutes, puisqu'on a que des femmes pour l'instant dans notre public. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, Diane Vayrich du service développement durable et transition énergétique de la mairie d'Annecy, donc en charge de la semaine du développement durable 2021 et donc de la partie technique de nos directs sur notre événement. Donc ce soir, on avait prévu la projection du film Permaculture, la voie de l'autonomie en direct sur YouTube à partir de 20h30. Suite à quoi nous accueillons Karine Coissement, donc réalisatrice du film, pour répondre à vos questions sur le film et débattre avec vous sur votre ressenti vis-à-vis du film. Voilà, donc le film, si vous ne l'avez pas vu, reste accessible bien évidemment en replay sur la chaîne YouTube de la ville d'Annecy. Vous pouvez retrouver le lien sur notre plateforme transition.annecy.fr. Et de même que cette conférence débat de ce soir sera disponible en replay dès demain sur la plateforme également. Pour poser vos questions, donc, vous avez l'onglet Q&R en bas de votre écran où vous pouvez écrire, rédiger vos questions, sinon dans l'onglet de chat comme vous l'avez déjà fait. Ou bien si vous préférez les poser oralement, vous avez l'onglet Lever la main et j'activerai votre micro pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral. Et sur cette courte introduction, je laisse la parole à Karine et puis à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Bien, déjà, je voudrais juste spécifier que je suis très heureuse que vous m'ayez invitée, surtout comme on vient de le préciser, c'était prévu déjà l'année dernière, donc effectivement, c'était tout un travail de réorganiser ça cette année. Donc voilà, on est très contents d'être là. Donc on était deux à réaliser ce film, c'est pour ça que je dis on, en fait, Julien Lenoir et moi-même. Donc moi, je suis réalisatrice, monteuse, je travaille dans l'audiovisuel depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que voilà, ça fait 1 an qu'on tourne au ralenti avec le film parce que voilà, avec tous ces problèmes, on l'a beaucoup moins diffusé que l'année dernière. Donc voilà, je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir parce que voilà, même si on est peu nombreux, ça permet de faire vivre le film et puis d'échanger entre nous. Donc après, je ne sais pas exactement comment va s'organiser exactement cet échange, mais peut-être je peux faire une petite courte introduction sur ce qui nous a motivés en fait à faire ce film, et puis Ouais. n'hésitez pas après, voilà, si vous avez des Oui, questions bien sûr. au film. Introduire sur le contexte et puis après, on ouvrira le débat pour nos spectateurs qui auraient des questions sur le film, pas de souci. Du coup, voilà, donc c'est un film qu'on a réalisé il y a 4 ans maintenant. C'est un film qu'on a autoproduit, donc on est parti en fait sans beaucoup de moyens et sans être sûr qu'il serait diffusé. L'idée, c'était vraiment de partir à l'aventure. Donc l'idée du voyage était déjà une idée personnelle en fait. Julien et moi, nous étions rencontrés autour de ce projet et on savait qu'on voulait partir pour découvrir tout simplement d'autres cultures et d'autres manières d'appréhender l'agriculture dans le monde. Et lui et moi, nous intéressions déjà beaucoup à la permaculture parce qu'en fait, moi, j'avais monté une association sur la sensibilisation à l'environnement en Île-de-France depuis 4 ans, enfin c'était en 2008. Et Julien lui travaillait dans la gestion du patrimoine et de l'environnement. Et on s'est retrouvés autour de ce projet. Et après, c'est vrai que ce qui nous a motivés personnellement, c'était vraiment une remise en question personnelle où on sentait que voilà, on était arrivé à un certain point chacun dans nos métiers. On se rendait compte qu'il y avait des choses qui nous plaisaient moins, qu'on se sentait peut-être pas exactement à notre place où on aurait voulu faire plus. Et on s'est dit, il n'y a pas 36 000 chemins. En fait, comme moi, donc, je travaillais dans l'audiovisuel et lui dans l'environnement, on a décidé d'allier nos compétences pour dire on part à l'aventure, on va faire ce film et on va chercher des initiatives à travers le monde et aller questionner des gens autour de ce thème qui nous intéresse beaucoup. Alors même si lui travaillait dans l'environnement, on avait très peu eu de rapport avec la permaculture parce qu'il y a 4 ou 5 ans, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Et c'est vrai que quand on disait aux gens on va faire un film sur la permaculture, on nous regardait un peu avec des gros yeux, mais c'est quoi la permaculture? Parce que voilà, c'était pas un terme encore qui était accessible à tout le monde. Et c'était vraiment important pour nous de voir que des gens en fait étaient capables de mettre des initiatives au point, avaient changé de vie, parce que c'est souvent ça, l'histoire des gens qu'on a rencontrés, c'est beaucoup d'urbains qui ont décidé à un moment donné dans leur parcours de bifurquer et de choisir
complètement un autre mode de vie. Et on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, mais c'est vraiment les gens qu'on a rencontrés, des gens qui ne venaient pas du tout du milieu agricole. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la recherche, dans l'enquête. Et en fait, voilà, on s'est retrouvés autour de ce projet avec nos motivations différentes chacun et on est parti à l'aventure. Je crois qu'on voulait se rassurer d'un certain côté, en fait, de voir que c'était possible, que des gens menaient à bout ce genre de projet. Et voilà, on avait envie d'aller questionner ces personnes et de savoir comment ils avaient fait. Très bien. Alors, on a une première question dans l'onglet questions-réponses, donc de Fabienne, qui demande, est-ce qu'en rentrant en France, vous avez pu mettre en place des principes de permaculture là où vous vivez? Alors, oui et non. En fait, bon, c'est un peu personnel, mais Julien et moi étions ensemble, nous nous sommes séparés. Il y a eu beaucoup de problèmes personnels, mais c'est vrai que Julien a plutôt continué dans cette voie-là. Et là, il s'est installé à Toulouse. Et je sais qu'il continue plutôt dans cette voie-là. Après, le principal problème que nous, on a rencontré en rentrant, c'est quand même le prix du foncier en Île-de-France. S'installer ici, trouver un terrain. Voilà, il faut vraiment être motivé. D'ailleurs, je continue à tourner des projets qui sont en rapport et c'est plutôt ailleurs, en dehors, soit dans le sud, soit dans le nord, soit en Bretagne, mais c'est très difficile en Île-de-France. J'ai une amie là, par exemple, bergère, qui veut s'installer pour créer une exploitation et faire du lait de brebis. Et en fait, c'est très compliqué. Alors après, il y a des associations comme le Champ des Possibles qui essayent d'aider à l'installation. Mais voilà, c'est une des questions aussi principales que Bill Mollison met en avant quand on lit ce Permaculture 1 et 2, donc les livres qu'il a rédigés, de dire en fait, donner l'information aux gens, leur donner l'accès au foncier, leur donner la possibilité, même en n'étant pas du milieu agricole, de pouvoir avoir accès à la terre et aux connaissances. Et c'est vrai que surtout ici, il y a vraiment une difficulté à accéder au foncier parce qu'en fait, les terres appartiennent aux agriculteurs. Quand elles sont vendues entre agriculteurs. Et si on ne fait pas partie du réseau, déjà, c'est difficile d'y avoir accès. Et en plus, on est mal vu, mal accepté. Il y a tout un côté psychologique qui est dur à gérer derrière. Donc après, il y a des associations comme Terre de Liens, par exemple, qui essayent d'acheter du terrain pour ensuite le mettre à louer aux jeunes qui voudraient s'installer. Mais ça fait partie de tout un processus qui est vraiment pas facile d'accès. Il faut vraiment se battre, il faut vraiment vouloir pour pouvoir y arriver. Donc moi, pour l'instant, je continue sur l'idée de vouloir continuer à faire des films dans cette optique. Julien, il travaille plus au sein d'agglomérations, donc beaucoup sur l'agriculture urbaine, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi au niveau de l'agriculture urbaine. Et c'est peut-être plus facile via des associations de trouver des terrains en ville et de travailler, pas en tant que producteur, mais il fait beaucoup d'animation, par exemple, pour sensibiliser toujours autour de ces thèmes. Mais devenir maraîcher nous-mêmes, c'est très compliqué. Ouais, bon. Donc un long chemin à parcourir, mais qui en vaut la peine finalement. On a une deuxième question. On sent beaucoup de sérénité chez les gens que vous avez rencontrés. Est-ce que cela a vraiment changé leur vie et leurs conditions de vie? Alors, je pense que c'est une grande question, la sérénité et les conditions de vie, parce que justement, ce qui leur permet de s'accrocher, c'est que vraiment, franchement, et je pense qu'il faut le dire tout de suite, c'est pas l'appât du gain ou de l'argent, parce que on pourra peut-être citer quelques études qui ont été faites de la part de l'INRA. C'est vraiment très compliqué pour l'instant encore de s'installer en tant que maraîcher sur une petite surface, donc entre 1 hectare ou moins d'1 hectare, et de dégager un salaire. Donc en plus, c'est souvent des gens qui s'installent en couple parce qu'ils ils sont à une période de vie au moment de leur parcours où souvent ce sont des gens qui sont en rupture, comme je disais tout à l'heure, avec leur vie passée et qui ont envie de quitter la ville, de se reconnecter à la nature. Et je pense que c'est ça qui les rend heureux parce qu'en fait, ils cherchent une qualité de vie, un cadre de vie. Il y a aussi le côté esthétique quand on décide de s'installer quelque part, de se reconnecter à la nature. Et puis, il y a aussi le fait de se reconnecter dans un environnement social où on sait qu'on va
produire quelque chose qui va être vendu à des personnes. Il va y avoir tout un réseau où on va connaître les gens, où on va échanger, où on va vendre. Et, et je crois que les gens recherchent plutôt ça. Et alors, selon cette idée, cette étude de l'INRA, qui a été faite, donc j'ai le nom par Kevin Morel, parce que c'est une étude qu'on peut retrouver sur Internet qui s'appelle Aspiration, stratégie et compromis des micro-fermes maraîchères biologiques. Et c'est très intéressant parce que c'est le premier, en fait, qui a mené une étude sur 20 fermes pendant 3 ans. C'est dans le nord de la Loire. Et c'est vrai que vous avez peut-être entendu parler de la ferme du Bec et Loin, mais avant la ferme du Bec et Loin, on n'entendait pas beaucoup parler et surtout aucune étude sérieuse n'avait été faite. Donc la ferme du Bec et Loin, c'est vrai qu'elle elle a été mise beaucoup en avant, mais bon, on ne peut pas se baser sur une ferme. Donc cette étude a été menée et sur ces 14 personnes, il n'y en avait que 2 qui étaient issues du milieu agricole. Tous les autres étaient des personnes en reconversion. Et donc, en fait, comme je disais, ce qui les intéressait vraiment, c'était changer de cadre, changer de vie. Et voilà. Alors, selon l'étude, c'est quand même assez compliqué d'y arriver dans le sens où tout va dépendre de la stratégie personnelle de la personne, sur combien d'hectares elle veut travailler, les produits qu'elle va vouloir produire. L'idée de la permaculture, souvent, c'est quand même d'essayer d'avoir une diversité de produits et pas donc de faire de la monoculture, mais en général, on va associer de la petite culture à certains produits de transformation, à de l'accueil aussi, de l'accueil au niveau de la ferme, parce qu'il y a aussi tout un engouement au niveau du tourisme ou même des gens qui veulent se former directement dans les fermes. Et donc, il faut vraiment mettre cette stratégie en place, y penser. Et même en faisant ça, donc l'étude explique que sur ces 20 fermes, le salaire moyen qu'elles arrivent à dégager par mois pour une personne, c'est 1 400 euros. Donc, ce n'est pas non plus mirobolant. Alors, c'est un début. Il faut savoir que ce sont des fermes qui n'ont pas d'aide financière, donc qui ne sont pas subventionnées comme les fermes conventionnelles. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, mais c'est peut-être une question à se poser. On compare souvent justement les petites fermes maraîchères bio en disant voilà, est-ce qu'elles peuvent survivre? Mais il faut savoir qu'elles ne sont pas financées, que ce sont des gens qui se débrouillent tout seuls et qui doivent réussir à produire. Donc après, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc oui, ce sont des gens qui ont beaucoup de motivation, qui sont très heureux de ce qu'ils font, mais c'est un modèle encore vraiment à mettre en place et à développer. Et là, il y a une question politique parce que c'est sûr, je pense, enfin, moi, de mon point de vue, que ce sera très difficile pour eux d'y arriver tout seuls sans aide et sans parti pris politique. Ok, super, merci. On nous demande de redonner le nom de l'auteur de l'étude que vous Oui. venez de mentionner. Alors, c'est l'INRA, c'est Kevin Morel, Morel. Et le titre, c'est Aspiration, stratégie et compromis des micro-fermes maraîchères biologiques. Donc, l'étude est en ligne, libre d'accès, gratuite. Voilà. Voilà, j'ai remis le nom dans le chat. J'ai pas noté le nom de l'étude en entier, désolée, mais Je pense qu'avec son nom, on peut le retrouver. oui, voilà, on pourra même la recommuniquer, nous, au besoin sur la plateforme. Alors, j'ai une autre question qui est un peu plus vaste également. Est-ce que la permaculture peut nourrir l'humanité? Alors, ça, c'est une grande question auquel on ne peut pas répondre vraiment directement. Je pense que la première chose, c'est de ne pas comparer en fait la permaculture et l'agriculture conventionnelle, dans le sens où adapter des principes qui sont mis en place en permaculture à une agriculture basée sur une agriculture pétrolière et basée sur la surconsommation, c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a déjà revoir nos besoins, en fait, de quoi a-t-on réellement besoin. C'est aussi une des thématiques qui revenait avec les personnes qu'on a rencontrées durant ce voyage. Ce sont souvent des personnes en fait, qui se sont remises en question et qui nous ont dit mais en fait on s'est rendu compte qu'on était dans un mode de vie où on consommait beaucoup trop, ou ce dont on se nourrissait, les biens matériels dont on croyait avoir besoin. Voilà, c'est des choses qu'on a remis en question. Et l'idée, c'est plutôt voilà, de se dire de quoi on a besoin, comment on fait pour les produire. Et
Et en fait, alors j'avais noté ici quelques chiffres sur le fait aussi que, oui voilà, il y a aussi un autre problème, c'est le gaspillage. Si on compare l'agriculture conventionnelle et les tonnes de produits qu'on est capable de produire comparé à l'agriculture, à la permaculture, c'est qu'en fait, on compare nos besoins par rapport à des besoins alimentaires basés sur des produits carnés et laitiers qui ne correspondent pas à la réalité. Si on prend en compte en plus le gâchis en fait, qui est produit, ça crée des volumes surévalués. Donc, on pourrait produire un peu moins en gâchant moins. Alors, les chiffres, c'est qu'en gros, du champ à l'assiette, on jette environ 30 à 40% de la nourriture. Donc, c'est assez énorme. Et en fait, ces 30 ou 40%, ils vont où? Ils vont, alors en fait, il y a de tout. Le problème, c'est la rupture de la chaîne du froid, la standardisation des produits. Si la tomate n'est pas assez ronde, si le concombre n'est pas assez droit, on les jette. Les produits qui sont périmés à la distribution qu'on va jeter, et puis à la fin, les pertes à l'assiette, ce que nous-mêmes, on va jeter une fois le produit arrivé à la maison. Donc en fait, tout ça représente 30 à 40% de la production. Donc en fait, on produit 30 à 40% de produits qui sont jetés. Donc si déjà au niveau des méthodes de production et de la chaîne de production, on arrive à réduire et à amoindrir ce gâchis, il y aurait 30 à 40% de moins à produire, ce qui est déjà énorme. Et si on arrive à faire ça, ensuite, eh ben, il y a l'idée de dire est-ce qu'on consomme autant de viande, par exemple? Ça peut être une question. C'est une grande question, la viande en permaculture. On produit de la viande en permaculture. Mais l'idée, c'est de dire est-ce qu'on est obligé de consommer autant? Donc, après, aucun permaculteur ne vous dira qu'il ne faut pas consommer de viande. L'idée, c'est plutôt de dire est-ce qu'on en consomme tous les jours. Par exemple, il y a une étude qui a été faite à Marseille qui comparait le panier en fait, d'un consommateur qui achèterait en AMAP, en magasin bio style Biocop, et puis en magasin traditionnel. Et en fait, on se rendait compte que sans consommer de viande, le panier coûtait 3 fois moins cher d'un magasin bio à une AMAP et 1,5 fois moins cher entre un Biocop et un magasin traditionnel. Donc déjà, en réduisant la viande, on peut aussi réduire les coûts et dépenser beaucoup moins au niveau de la nourriture. L'autre chose, c'est quel budget on donne à la nourriture, on associe à la nourriture. Dans les années 50, le budget à la nourriture était beaucoup plus élevé. On avait peut-être moins de loisirs, on dépensait peut-être moins d'argent aussi dans des objets qui soient technologiques ou autres. Mais du coup, on avait un budget alloué à la nourriture qui était beaucoup plus grand. Donc, c'est peut-être aussi des modes de vie à revoir en se disant, plutôt que de brader mon budget pour la nourriture, voilà, j'essaye de mettre un peu plus, de dépenser un peu moins ailleurs. Mais c'est important parce que c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on met dans notre corps. Et donc, il me semble que ça a une place qui devrait être prépondérante et pas passer après les autres loisirs. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en question, tout simplement dans notre manière d'appréhender l'agriculture, la manière de nous nourrir, la manière de prendre soin de nous. Et c'est vraiment une position qu'on prend au sein de la société quand on se pose ces questions-là. Donc la question des besoins et de quoi on a réellement besoin, c'est un peu pour moi la question centrale de la permaculture. Ok, très bien, merci. Alors, on a une autre question. Là, pour le coup, ça va être plus relevé des compétences de la ville. Donc, est-ce que la ville d'Annecy envisage la mise en place de sites de maraîchage municipaux en permaculture, par exemple? Alors, sachez que du côté de la ville, on a mis à disposition donc, de l'AMAP, le Petit Chaperon Vert, sur le site de Taillefer, 2 hectares donc, de sites de maraîchage municipaux. Donc, on vous invite à y aller. Et tiens, pour rebondir sur cette question, Karine, est-ce que vous, de votre côté, vous savez s'il y a d'autres municipalités qui ont prévu ce genre de pratique ou pas du tout? Alors, en Île-de-France, c'est très compliqué. Quand j'ai fait des interventions à Paris, c'était toujours la question principale, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un exemple qui est très parlant, en fait, c'est à Liège, et c'est un exemple qu'on voit dans le film Après-demain, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où en fait, voilà, on voit cet exemple de plusieurs maraîchers qui se sont organisés en périphérie de la ville, donc qui ont eu à nouveau accès à cette terre, et là, c'était vraiment un choix politique. Et donc, pas
dans la ville, mais juste en périphérie, et qui ont réussi à créer tout un réseau. Donc ça, par contre, c'est vraiment de leur propre initiative. Ils se sont mis en réseau. Et, et l'idée, c'était d'arriver en 2 ou 3 ans à 50% de la production totale de la ville, des besoins de la ville. Donc ce film a déjà quelques années. Il faudrait regarder maintenant où ils en sont et s'ils y sont arrivés. Mais je sais qu'à l'époque, dans le film, ils expliquaient déjà que les maraîchers arrivaient à en vivre et qu'il y avait toute une structure qui s'était mise aussi de distribution autour pour ensuite aller distribuer la nourriture directement aux consommateurs en ville et qu'ils ne soient pas obligés de sortir pour y avoir accès. Après, en ce moment, je suis aussi en train de monter un film qui se passe près de Lille, où là, c'est à nouveau une bergerie qui s'est mise en place. Et donc, ils sont en train de se relier à tout un réseau de maraîchers et de petits producteurs. Et c'est vraiment en train de se mettre en place. Il y a une émulsion qui se produit. Les gens sont en train de s'organiser pour essayer de produire, voilà, en plus des produits locaux de saison et pouvoir nourrir la vie. Après, c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que pour moi, il faut vraiment une décision politique parce que le foncier, on n'y a pas accès. Ouais. Toutes les terres qui étaient en ville ont été rachetées. Voilà, on n'a quasiment pas de moyens en fait pour réagir en tant que citoyen par rapport à ça. C'est quand même c'est à mettre en rapport, par exemple, je pense toujours aux maraîchers parisiens du 19e siècle qui ont inventé l'agriculture biodynamique dont on parle beaucoup. Enfin, pas biodynamique, mais sur petite surface et intensive. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc au 19e siècle, ils arrivaient à nourrir avec 14 000 hectares de terres répartis dans toute la capitale, l'ensemble de la population. Ils produisaient tellement qu'ils allaient même exporter cette nourriture vers Londres ou vers d'autres villes. Donc on sait que c'est possible. C'est des maraîchers qui arrivaient à faire tourner, à faire 9 rotations de culture dans l'année, ce qui est complètement énorme et qu'on n'imaginerait même pas aujourd'hui. Donc la production était possible, les moyens existent. Sur des petites surfaces, on peut vraiment faire du maraîchage intensif. Euh, Après, il faut avoir accès à la terre, il faut que ce soit une volonté politique. Toutes les conférences que j'ai faites, tous les débats après les films, c'était la même question, mais comment faire pour y avoir accès en ville. Et je pense que si vraiment il n'y a pas un choix fort politique et même du lobbying citoyen, on n'y arrivera pas. Il faut que les gens se réunissent, s'organisent, entrent en contact avec les AMAP, fassent partie du réseau, même en tant que consommateur, dire qu'on en a besoin. Moi, à côté de chez moi, je suis obligée de m'inscrire sur une liste d'attente pour avoir accès à la MAP. Donc, vraiment, rendre ce besoin visible pour que les gens se rendent compte enfin, pour que les décisionnaires se rendent compte qu'il y a une demande. Donc, il faut créer la réponse à cette demande. Ok, super. Et puis du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, le fait qu'il faudrait une décision politique forte pour enfin pouvoir engager les démarches de permaculture, pour rebondir là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement en ville? Par quoi on commence pour mettre en place cette démarche concrètement? C'est-à-dire que si jamais l'État acceptait qu'on passe à ce mode de vie-là, concrètement, comment on s'y prend et par quoi on commence? Ouais. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en tant que spécialiste, mais moi, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai pu observer, déjà, la première des choses, c'est ce que je disais, c'est pas croire que parce qu'on est simple consommateur, on ne peut pas faire partie du processus. Donc, c'est se mettre vraiment en contact avec les associations locales qui œuvrent déjà. Bon, moi, là, en fait, j'ai des références, mais je ne sais pas si ça correspond à la ville d'Annecy. Je ne sais pas si vous connaissez Brin de Paille, l'Université populaire de la permaculture. Enfin, voilà, ce sont en tout cas des associations qui permettent de se mettre en contact. Il y a aussi un petit fascicule qui est fait vraiment de manière un peu autonome. Ça s'appelle Passerelle Éco. Et c'est très intéressant parce que ça référence tous les projets en fonction des villes, en fonction vraiment de la géographie du territoire. Donc on peut voir ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Donc déjà, c'est avoir accès aux données, se mettre en lien. Après, avoir en fonction de chacun la motivation et l'investissement personnel
et la manière dont il veut s'impliquer. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'à Paris, là, par exemple, en ce moment, on n'arrête pas de parler de la permaculture, etc. Avec l'arrivée des JO, il y a beaucoup de jardins ouvriers ou partagés qui sont en train d'être détruits parce qu'on va construire autre chose. Donc là, en ce moment, il y a les jardins d'Aubervilliers où tous les habitants sont en train de se mobiliser pour essayer de sauvegarder ce jardin. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, je ne sais pas comment ça va se passer, on suit l'affaire. Mais déjà, c'est se mobiliser, faire entendre sa voix. Euh, Surtout en ville, on n'a pas vraiment d'autre choix. Alors après, on peut toujours effectivement faire pousser soi-même de manière autonome. Dès qu'on a un balcon, un petit terrain, un petit espace, c'est évident qu'il faut planter et faire pousser, surtout que à partir du moment où on a un peu de soleil, etc., et puis on peut très facilement faire pousser. Et puis je pense que ça réintègre aussi au sein de la ville la nature et la connaissance de l'agriculture, dans le sens où les enfants ne savent pas forcément. On a eu une petite à qui on parlait d'un pied de tomate et elle regardait, elle disait il est où le pied, en cherchant le pied de tomate. Donc c'est complètement hallucinant. On se dit voilà, il y a quand même des choses à faire. Simplement au niveau de la transmission, un jardin, c'est dit dans le film, Krishna le dit dans le film, ça permet de faire passer beaucoup de connaissances et beaucoup d'envie aux jeunes. Donc, voilà, il y a déjà cet axe-là. Et puis après, il faut se mobiliser. Par exemple, je vois Maxime de Rostelan qu'on voit à la fin du film. En 2018, il y a eu une loi sur l'agriculture et l'alimentation qui est passée, enfin plusieurs lois. Et donc, avec son collectif Ferme d'Avenir, ils ont essayé de proposer un plaidoyer qu'on peut retrouver sur le site Ferme d'Avenir. Oui, donc le plaidoyer fait 400 pages, mais il y a un plaidoyer, on va dire, plus léger qui résume les 10 lois qu'ils ont essayé de faire passer. Sur ces 10 lois, il y en a une ou deux qui a été votée par l'Assemblée. Et en dernière instance, le Conseil constitutionnel a décidé de supprimer ces lois parce qu'en fait, elles étaient inconstitutionnelles. Donc, c'est un groupe de 9 personnes qui ont la capacité même si les lois ont été votées, voilà, de les de les supprimer. Et donc, ça a été pour lui ensuite vraiment le départ d'une nouvelle aventure où il a essayé de créer une association qui s'appelle La Bascule, que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook, où justement il essaye de créer ce qu'il appelle du lobbying citoyen, parce que même après tous ses efforts et après tout ce qu'il a mis en place, il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas parce qu'il y a des lobbying politiques, économiques trop forts. Et le seul moyen, voilà, c'est de créer un lobbying citoyen, de faire entendre sa voix, de se réunir, même de faire des pétitions s'il faut en passer par là, mais en tout cas de devoir vraiment se faire entendre. Je pense que c'est le début, c'est vraiment le début. Ok, bon, bah comme ça, on en sait aussi un petit peu plus, effectivement, à ce niveau-là. Ok, donc je vois qu'il y a quelques petites interactions dans le chat, ce qui est très intéressant. Également, si vous avez des questions, donc encore une fois dans l'onglet Q&R, et ceux qui voudraient poser des questions à l'oral de leur propre voix, n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole pour ceux qui seraient arrivés en cours de route dans ce webinaire. On a d'ailleurs une nouvelle question. Alors c'est nouveau pour la ville. À qui sont-ils confiés les sites de maraîchage municipaux? Alors, comme on l'a dit, on a surtout mis à disposition d'associations comme Permaculture, donc c'est eux qui gèrent cette partie-là. On en a aussi en interne avec la direction des paysages et biodiversité, avec le centre horticole où il y a comment dire, un, un système. Ah non, c'est même pas au centre horticole d'ailleurs, c'est dans les anciennes serres municipales. On propose un site de maraîchage intra-urbain, mais alors ça c'est pareil, c'est plus au niveau de la ville. Et puis sinon, j'avais dit au tout début, c'est au niveau de la map Petit Chaperon Vert, donc c'est aussi eux qui gèrent cette partie-là. Voilà, donc ça en l'occurrence, n'hésitez pas à soit regarder sur le site de la ville d'Annecy en général pour ces informations-là, ou sinon bah, contacter le service la direction paysage et biodiversité qui sauront bien mieux vous renseigner, ou alors même nous, le service développement durable et transition énergétique, pour qu'on vous donne plus d'informations à ce sujet.
En termes de questions vis-à-vis du film et donc de Karine, vous parlez beaucoup du coup d'action locale, mais alors dans ce cas, pourquoi être parti si loin pour aller à la rencontre de ces initiatives? Alors, ça fait partie d'une des questions qu'on s'est posées. Alors, en fait, déjà, c'était, je pense, un choix personnel dans le sens où on avait vraiment besoin de voir d'autres visions du monde. Donc, c'est vrai même la permaculture en soi, dès qu'on voyage un petit peu, on se rend compte que la vision plus anglo-saxonne de la permaculture correspond pas du tout à la vision française. C'est vrai que la vision française, elle est beaucoup axée autour du maraîchage, ce qui est très bien. Mais la permaculture, c'est un système holistique beaucoup plus vaste que ça, qui prend en compte aussi l'habitat, donc la manière de construire l'habitat, la maison, qui prend en compte la gestion des flux, donc de l'eau, de l'électricité, qui va prendre aussi en compte la question de la gestion des territoires, donc en prenant la topographie d'un territoire, en regardant les gens qui vivent dessus, les interactions qui peuvent se produire. Et en fait, donc déjà pour nous, c'était totalement nouveau aussi de découvrir cette vision qui est beaucoup plus exploitée, même dans les cours de permaculture à l'étranger qu'on a fait en Inde. C'était vraiment mis en avant, on n'a pas du tout fait que du maraîchage. Et donc ça, c'était une des premières choses. Et puis, et puis après, tout simplement, au niveau personnel, c'était le besoin aussi d'aller voir comment on cultive ailleurs, comment les agriculteurs et les maraîchers se débrouillent ailleurs dans le monde. Donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, le remembrement, c'est une pratique qui a été mise en œuvre dans les pays industrialisés dans les années, à partir des années 40 jusque dans les années 60, même plus tard, mais qui n'a pas forcément eu lieu ailleurs. Donc, en Inde, on s'est retrouvé, c'est ce qu'on dit dans le film, face à des maraîchers ou à des petits agriculteurs qui avaient entre 3 et 1 hectare de terre. Donc en fait, on n'est pas du tout face à la même problématique et la permaculture s'adresse très bien à eux dans le sens où ça répond à des besoins sur des petites surfaces. Et donc... et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, où je ne sais pas si je l'ai mentionné au niveau des chiffres, mais avant, alors je ne sais plus, oui, voilà, en 1955, il y avait 2,5 millions de fermes contre 500 000 aujourd'hui. Je l'ai peut-être dit en début, mais c'est énorme en fait, 2,5 millions contre 500 000 aujourd'hui. Et on a fait beaucoup de conférences aussi avec des agronomes comme Marc Dufumier ou même d'autres, qui expliquaient qu'effectivement, si on veut changer les choses aussi, il va falloir à nouveau créer des fermes et sur des petites surfaces. Et c'est vrai que euh, à un moment donné, dans les années 90, le maraîchage bio-intensif est revenu à la mode, notamment avec la parution de certains ouvrages en anglais et en français, d'abord en anglais puis en français. Et on s'est rendu compte que comme des lieux, comme c'est en 1995 au Mexique, il y a eu plus de 200 000 fermes qui se sont créées en l'espace de quelques années. C'est ce qui est aussi un chiffre complètement hallucinant. Alors, le Mexique, c'est beaucoup plus grand que la France, mais 200 000 fermes, c'est énorme. Et c'est ce que Maxime de Rostoland dit dans son plaidoyer, c'est que déjà avec 300 000 fermes en France, on arriverait à des résultats plus que convaincants. Alors lui, dans le plaidoyer, il parle même de pouvoir nourrir l'ensemble de la population française, donc ça c'est à vérifier et puis surtout à mettre en pratique, mais l'idée de créer beaucoup de petites fermes. Et l'autre chiffre, c'était que voilà, avant le remembrement, on avait 145 millions de parcelles en France qui faisaient à peu près un demi-hectare. Donc on est sorti de ce modèle d'agriculture à petite échelle, mais qui était un modèle qui peut-être fonctionnait beaucoup mieux. Donc ça demandait l'investissement de beaucoup plus de personnes. Mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas partie de ça aussi, la question de se reconnecter à ses besoins, c'est-à-dire de se réintéresser aux choses qui nous font vraiment vivre et survivre, qui nous permettent aussi voilà, de nous reconnecter à notre environnement, plutôt que de s'intéresser à d'autres choses et à d'autres besoins qui sont peut-être plus superflus. Après, je ne sais pas, mais c'est une question. Entendu, merci. Je vais à nouveau me tourner vers notre audience. Alors, on a une autre question. Une de nos spectatrices qui jardine au sein de jardins partagés. Est-ce que vous en avez rencontré lors de votre voyage des jardins partagés?
Les jardins partagés, oui. Alors en fait, plus au niveau personnel, parce que donc, je vis près de Fontainebleau et effectivement, il y a des jardins partagés. Euh, donc après, nous, c'est vrai qu'on n'est pas allé questionner des personnes qui s'occupaient de jardins partagés, mais je sais qu'à Fontainebleau, les jardins partagés sont très, comment dire, prisés. C'est même un problème dans le sens où, en fait, ça ne revient qu'à une toute petite partie de la population. Mais ça fait partie des idées, en fait, de se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas créer plus de jardins partagés, parce que les gens en ville en ont besoin de se reconnecter à la terre et de cultiver, tout simplement, rien que de mettre les mains dans la terre, rien que de faire pousser, de se rendre compte par soi-même de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de pouvoir expérimenter les choses qu'on lit. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, après, je suis un peu triste de mon côté parce que je vis à Noisy-sur-École, donc c'est en plein milieu de la forêt de Fontainebleau et le sol n'est que du sable ici. Il faut faire 5 kilomètres pour commencer à avoir des terres maraîchères et du Ouais. coup, on a beaucoup de mal à cultiver à la maison alors qu'on a un grand terrain. Mais on essaye. Il y a beaucoup de plantes quand même qui poussent dans le sable, mais c'est autre, c'est autre chose. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi notre public de ce soir? Hmm, pas l'impression, en tout cas. Parce qu'auquel cas, s'il n'y a pas d'autres questions de notre public, moi j'en ai une pour clôturer cet échange, à moins que d'autres personnes se manifestent au cours de la réponse à cette question. Comment vous résumeriez le concept de permaculture? Alors, c'est une question assez vaste aussi. En fait, je me suis fait une petite liste de mots-clés parce que du coup, c'est un concept tellement énorme, la permaculture, que c'est dur de le résumer. Mais en fait, la première chose que durant les cours que nous a appris Rico Zouk, donc c'est notre formateur en permaculture qu'on voit dans le film, euh, lui il résume ça en une phrase, il dit c'est créer un habitat humain régénérant. Donc, on a déjà cette définition. Ensuite, on a comment créer des écosystèmes alimentaires. Donc, c'est comment accueillir la biodiversité et le fonctionnement de cette biodiversité au sein du jardin pour ne pas la détruire et pouvoir travailler avec et en fait qu'elle nous aide. Donc, c'est plutôt travailler avec la nature plutôt que contre la nature. Plutôt observer les phénomènes naturels qui se produisent, ce qui se passe dans le jardin et s'en servir ensuite pour cultiver. Et, euh, et en fait, la première des choses qu'on nous apprend en permaculture, déjà, c'est d'observer. C'est d'observer le terrain et de ne pas vouloir tout de suite le transformer. Et on parle beaucoup de zonage en permaculture. Les zones les plus proches de la maison sont les zones où on va intervenir régulièrement, quotidiennement. Et plus on s'éloigne, plus sont les zones où on va intervenir avec un délai plus grand. Et la cinquième zone qu'on oublie tout le temps aussi est la zone normalement qu'on doit laisser sauvage pour laisser la nature faire son travail et venir aussi nous aider. Donc il y a cette question de zone. Il y a beaucoup aussi la question de l'association des cultures, donc de ne pas travailler en monoculture, mais d'associer les cultures entre elles. De mêler, si on peut, la polyculture et l'élevage. De faire un travail sur le sol. Il y a un travail sur le sol aussi important, c'est-à-dire de très peu travailler le sol, de toujours laisser une couverture végétale pour le protéger du soleil et puis conserver l'humidité. Euh, donc voilà, il y a cette question du sol qui est très importante. Ensuite, il faut boucler les cycles de matière. Donc tout ce qui est amendement, compost, essayer de le produire sur place pour pouvoir ensuite le redistribuer aux plantes qui en ont besoin. Et puis favoriser aussi ce qu'on appelle les lisières en permaculture, c'est-à-dire les frontières entre des niches de biodiversité, parce que c'est là où va se créer vraiment la diversité dont on a besoin. Donc on parle souvent de cette question de lisière. Et puis après, quand on veut vraiment faire du maraîchage, c'est par exemple utiliser des plantes pérennes qui vont repousser tous les ans, des légumes perpétuels et qui vont demander moins de travail. Et c'est ça aussi l'idée du permaculteur, c'est-à-dire que c'est déjà un métier très physique et donc comment pouvoir réussir à optimiser, entre guillemets, l'espace qu'on cultive en ayant le moins de travail possible, mais le plus de rendement. Ok, d'accord. Donc finalement, c'est ça, c'est faire le moins, entre guillemets,
faire le moins pour avoir plus finalement. C'est un peu ça la finalité de la permaculture. Dans aussi l'idée en fait voilà, de créer un habitat humain régénérant, dans le sens où effectivement on va mettre en place des processus qui vont se régénérer, qu'on ne sera pas obligé tous les ans, comme avec l'utilisation de certaines graines F1 qu'on est obligé de racheter parce que les, les vendeurs de graines nous les vendent et qu'en fait, si on utilise les graines des fruits qui ont poussé, on n'a pas du tout le même résultat. Donc, on est obligé de racheter les graines tous les ans. On est obligé d'utiliser certains engrais chimiques et des pesticides pour pouvoir les voir pousser convenablement, plutôt que d'essayer de travailler le terrain pour que ces plantes poussent d'elles-mêmes convenablement. Il y a toute la question de l'eau. Enfin, en fait, c'est vraiment voilà, créer un environnement où on va connecter tous les différents éléments ensemble pour pouvoir le faire fonctionner tout seul sans avoir le moins possible à interagir dedans. D'accord, ok. Ben, écoutez, merci. Alors, on a une dernière question, mais en l'occurrence, ça va m'aider à clôturer cette soirée parce que je pense que l'horaire fait que les questions se font rares également. Pour la dernière question était vis-à-vis de votre film. Donc, pour rappel, le film Permaculture, la voie de l'autonomie, donc réalisé par Karine, notamment ici présente, est disponible en replay sur YouTube donc jusqu'au 17 avril, date de fin de la semaine du développement durable 2021. Donc, je vous invite vivement à aller le voir si vous ne l'avez pas fait ce soir. Vous comprendrez peut-être d'autant mieux le débat de ce soir. Et puis, de manière générale, à suivre le travail de Karine peut-être d'un peu plus près pour, encore une fois, répondre à vos questions, si vous en avez d'autres. En tout cas, merci à tous pour votre participation, pour ce débat animé, malgré une petite audience. Ce débat était très instructif et interactif, je vais y arriver. Donc au final, ben, oui, merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce débat. Karine, merci mille fois d'avoir pris le temps également en semaine et en soirée surtout de venir répondre à nos questions et surtout Merci à vous. nous proposer le film également qu'on peut enfin proposer pour la semaine du développement durable malgré les conditions sanitaires. Voilà, donc pour rappel, la conférence de ce soir sera disponible en replay dès demain, donc sur la plateforme du développement durable. Là, vous pourrez également trouver le film. Et puis, ma foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée en espérant vous revoir pour notre prochain live qui sera donc samedi soir, donc le 10 avril, pour un autre film qui s'appelle Vivons autrement. Pareil, sur le thème notamment de la permaculture, mais aussi des nouveaux modes de vie que des réalisateurs ont pu étudier et observer en Nouvelle-Zélande. Voilà, on vous attend nombreux donc, pour le 10 avril. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation de ce soir. Et puis, ma foi, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.